Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à apprécier l'entretien que j'ai eu dans un nouveau décor, un nouveau cadre avec Fabrice Divisio, maître Divisio. Aujourd'hui, un autre entretien avec Geoffrey Bollé, qui est conseiller régional patriote, qui est un excellent connaisseur de la chose militaire, des questions de l'armée française, de l'industrie de défense. Vous allez voir qu'on a eu un entretien passionnant. Je le dis, y compris pour les gens qui ne sont pas forcément tout de suite passionnés justement par ce sujet militaire. Vous allez voir qu'on a parlé d'Europe, on a parlé de Frexit, on a comparé avec le Royaume-Uni du Brexit, on a parlé de la tribune récente, les tribunes dans la presse des militaires, des généraux, on a parlé de l'armée française, de notre industrie, de Macron. Et ce sont des questions absolument stratégiques, des questions fondamentales, et je suis très heureux qu'on ait pu avoir cet entretien qui, moi, m'a énormément intéressé, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'autres entretiens sont prévus pour les jours et les semaines qui viennent, et nous allons multiplier également ces formats qui visent à réveiller les Français, à les informer et les réinformer par ailleurs, mais pas gratuitement comme ça, non, pour se battre concrètement dans la vraie vie. Voilà, pour se battre concrètement dans la vraie vie. D'ailleurs, je vous attends ce samedi 5 juin, après-midi à Paris, je vous donnerai des informations très précises, environ de 15 h, venez de toute la France, ça va être un énorme événement avec des invités d'honneur pour notre liberté, pour notre souveraineté et contre la vaccination obligatoire Covid-19, contre le pass sanitaire qui arrive le 9 juin en France, contre toutes ces horreurs et pour la France, pour son avenir, pour l'humanité, pour la dignité, pour la liberté. Voilà. Alors vous allez voir cet entretien, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, appuyez également sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, ça donnera beaucoup plus de visibilité à tout ce travail. Et puis venez vous battre. Voilà, ça c'est un mouvement sérieux, qui ne vous prend pas pour des idiots, mais qui vous propose un cadre d'action rassembleur pour se battre ensemble, pour ne pas rester désespérément chez soi, les bras ballants, en se demandant ce qu'on peut faire, en se disant je ne peux rien faire parce que je suis seul ou que je n'y crois plus. Eh bien si, ensemble, et vous allez le voir le 5 juin, on déplace des montagnes. On déplace des montagnes. Prenez cette carte orange de résistant. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes. Ou faire un don de soutien à toutes nos actions ou à nos candidats aux élections actuellement départementales, régionales, ce sera très bienvenu. On n'a aucune aide de l'État. Ces liens se trouvent sous la vidéo, en lien en description. Et c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé. En fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Dans cette vidéo, d'ailleurs, on parle aussi du SCAF, le futur avion de combat qu'on combat, justement, dont on ne veut pas, qui consiste à livrer nos technologies à l'Allemagne. Vous allez voir ça. En tout cas, bienvenue d'avance pour le combat, pour ces belles valeurs, à ceux qui vont rejoindre les patriotes. Et bravo, un énorme bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Geoffrey Bollé, bonjour. Bonjour. Alors on va se tutoyer parce que tout le monde sait qu'on se tutoie. Alors tu es conseiller régional d'Île-de-France pour les Patriotes et je souhaitais te recevoir aujourd'hui sur cette chaîne, donc merci beaucoup, pour qu'on évoque un sujet que je trouve trop absent alors qu'il est fondamental, c'est la question de la défense. La défense nationale. Alors, défense, armée, industrie de défense. Bon, derrière, forcément, on va aller sur des questions européennes, on va aller sur des questions de souveraineté, des questions de diplomatie un petit peu. On va parler de tout ça. Et puis, on verra un petit peu dans le débat politique où on en est. Mais c'est un sujet qui est assez absent, alors que qu'est-ce qu'un État d'abord, si ce n'est son armée, sa défense, sa capacité à assurer la protection de sa population d'abord, et éventuellement pour un pays comme la France à soutenir une diplomatie. Difficile de soutenir une diplomatie si on n'a pas derrière l'instrument militaire, à mon avis, pour le faire, mais on va en parler. D'abord, je sais que tu connais très bien le sujet. Je pose une question très générale, mais tu l'aborderas par l'angle que tu veux. L'armée française, elle en est où ? Alors, effectivement, c'est un sujet que j'affectionne beaucoup. J'ai commencé à travailler dessus d'une certaine manière professionnellement. Ma première expérience était au ministère de la Défense, au cabinet du porte-parole. Ouais. Et ensuite, effectivement, politiquement, en tant qu'élu et en tant que militant politique, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion de travailler souvent avec toi, notamment dans le cadre des grandes propositions que l'on émettait sur ce sujet et des prises de position que l'on adoptait donc sur la défense et l'univers des forces armées. Aujourd'hui, les armées françaises, puisque tu me poses la question, c'est pas ouf, comme diraient les jeunes. Voilà, on a. C'est pas ouf. Non, voilà, il y a un sous-équipement manifeste, des sous-effectifs et une volonté politique qui est très fragile, très faible. Si on s'intéresse, par exemple, au budget de la défense, il faut être objectif. Il y a un léger mieux
par rapport à ce que l'on a connu avant. Donc, on est aux 2% ou pas du PIB? Alors, on est aux 2% pour de très mauvaises raisons. Voilà, le PIB s'est effondré. Voilà, parce que le PIB s'est effondré. Ouais. Mais si l'on regarde la trajectoire qui avait été décidée par la loi de programmation militaire 2019-2025, qui est donc celle en cours, les 2% sont censés être atteints au terme de cette loi, c'est-à-dire en 2025. Ouais. Donc, sauf qu'il y aura un changement de voilà, Emmanuel Macron s'est engagé à atteindre les 2% plusieurs années après son mandat, car on a bon espoir qu'il s'arrêtera à un mandat. Et donc évidemment, c'est un engagement qui n'est pas très crédible, qui n'était pas fort. Et si on avait voulu faire les 2%, un effort de défense de 2% du PIB, on pouvait le faire tout de suite. Il y a des pays qui ont fait un effort de défense conséquent. Par exemple? Et par exemple, on peut citer maintenant le Royaume-Uni, qui les a atteints. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que pour traduire cette absence de volonté derrière des chiffres qui sont un peu mieux, je disais effectivement, le budget de la défense de la loi de programmation militaire en cours est un peu mieux que ce qu'il y avait avant. On est sur une augmentation d'à peu près 1,5 milliard par an. Et le budget est relativement bien exécuté, mais je reviendrai sur ce point, jamais totalement par rapport à ce qui se faisait avant. C'est deux petits points positifs où on peut considérer que la situation ne se dégrade, on va dire, en fait, moins vite. Je parlais des Britanniques parce que lors du plan de relance, des plans de relance qui ont été annoncés dans différents pays, la France, en attendant que l'Union européenne se bouge, avec le mauvais plan de relance dont tu as déjà très bien parlé, avait engagé un plan de relance global de 100 milliards d'euros. Sur ce 100 milliards d'euros annoncés par Castex, il y avait 600 millions d'euros seulement consacrés à la défense, donc moins de 1%. 600 millions qui consistaient en plus en des commandes anticipées, donc c'était des dépenses qui étaient déjà prévues, qui ont simplement été avancées. Le Royaume-Uni, dans le même élan, à la même période, a décidé d'un plan de relance pour son outil de défense de 27 milliards d'euros, je convertis directement, donc c'est un peu moins un livre, sur 4 ans. 27 milliards d'euros supplémentaires sur 4 ans. En gros, 40 fois l'effort français, quoi. 40 fois l'effort français, plus 15% d'augmentation par rapport à leur budget annuel de défense, qui était déjà supérieur à 40 milliards d'euros. En France, nous, on est autour de, juste au niveau des crédits défense, de 38 milliards d'euros actuellement, donc 1,8% du PIB. Les Britanniques sont déjà aux 2% et font un effort considérablement plus important que la France. Et évidemment, ça démontre de quel côté la volonté politique. Quand on a la volonté politique de soutenir nos forces armées, de renforcer notre outil de défense, on y met les sous. Les Britanniques le font. La France, clairement, ne le fait pas, en dépit, voilà, je l'ai dit, d'un léger mieux ou d'un léger mieux dans le moins bien, on va dire. Alors ça veut dire quoi à ton avis? Parce que ça veut dire que ça a à voir avec le Brexit, c'est-à-dire qu'au même moment où un pays, le Royaume-Uni, veut retrouver son indépendance, il se dit je ne peux la retrouver qu'à travers un outil militaire que je remets au niveau. Sans doute. Et de l'autre côté, une France macronisée, engluée dans l'Union européenne et ces espèces d'utopies, même dangereuses, on y reviendra, mais d'armée européenne, qui se dit, moi, n'étant plus un État souverain, je n'ai plus les mêmes ambitions et je n'en ai pas besoin parce que de toute façon, je vais aller vers l'armée européenne. Je pense que c'est une grosse partie de l'explication. Donc c'est politique. Les Britanniques n'ont jamais cessé de penser national, mais maintenant qu'ils sont sortis du projet européen, clairement, c'est un peu le Rule Britannia qui continue. Ils pensent à eux, ils pensent à leur puissance future, et donc ils la préparent cette puissance qui passe évidemment par l'outil de défense. Et nous, dans le même temps, comme on se projette avec l'Europe, y compris en matière de défense, et de manière très inquiétante, je pense qu'on va y revenir en détail, on a moins de scrupules, d'une certaine manière, à amoindrir notre effort, voire à négliger le monde militaire. Et c'est très intéressant parce qu'il y a clairement la volonté politique d'européaniser notre outil de défense. On va y revenir d'ailleurs sur le SCAF. On va y revenir sur le SCAF, mais même quand on voit un peu le cheminement des annonces, parce que pour que les gens qui nous écoutent le sachent, l'Europe de la défense, c'est quand même un vieux projet, mais qui a tout... Rejeté par le Parlement français en 1954. Voilà, en fait, la communauté européenne de défense. Du rejet et de la honte dès le début, heureusement. Mais ça a été un espèce de traumatisme, ce rejet de 54, parce que jusqu'au traité de Maastricht, il n'y avait pas à proprement parler de politique étrangère de sécurité commune. C'est vraiment Maastricht en 92 qui a relancé le truc, justement, avec la PESC, politique étrangère de sécurité commune. Ensuite, en 2009, avec le traité de Lisbonne,
que les Français, donc duplicata de la Constitution que les Français avaient rejeté au référendum de 2005, on est allé encore un peu plus loin avec la PSCD, politique de sécurité et de défense commune. Et maintenant, on est dans une démarche encore plus avancée, puisque de manière très ouverte, à la fois la Commission européenne, mais aussi des personnalités comme Emmanuel Macron, il l'a fait en 2008, un appel à la création d'une armée européenne. Ah oui, bien sûr. Et donc là, on n'est plus du tout dans le simple registre de la coopération ou des actions communes. On parle de préparer le terrain à ce qui sera demain une armée européenne. Au-delà du côté très inquiétant, c'est évidemment, ça viendra se substituer aux armées nationales. Ça n'a pas de sens, on ne va pas avoir 2-3 armées. Bien sûr. Donc il faut avoir ça en tête quand on voit la construction du projet européen en matière de défense et ce qui est annoncé aujourd'hui. Ça a beau avoir été régulièrement marqué d'échecs, etc. Comme souvent avec l'Europe, on cherche quand même à faire avancer ce projet vers des voies toujours plus inquiétantes. On contourne les échecs. On contourne, comme toujours. Et ça fait partie du projet. Donc forcément, quand on pense armée européenne, on pense un peu moins armée française. En tout cas, on prépare le terrain à ce que les armées françaises deviennent un jour des armées européennes. Et ça se décline de toutes les façons. Sur l'industrie de la défense, déjà. Ça se décline sur l'industrie et ça se décline de manière opérationnelle. Sur l'industrie, maintenant, on a ce qui s'appelle une base industrielle et technologique de défense. Ouais. Donc c'est un acronyme BITD, mais il manque le E de européen. Quand vous entendez cette base industrielle et technologique de défense, c'est évidemment un projet européen qui vise à regrouper, à encourager le regroupement des entreprises européennes de défense pour former des conglomérats à l'échelle du continent. C'est ce qu'ils appellent des Airbus. Voilà, c'est les fameux Airbus. Voilà. Ouais. Et alors, Airbus 2, etc. Voilà, ça, et c'est vraiment Airbus de la mer. C'est ça, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, et ironique, c'est que ces projets de conglomérats européens achoppent sur une autre initiative européenne qui est celle qui a tendance à encourager la privatisation des entreprises. Mmh. Et comme les entreprises de défense ont aussi été encouragées à être privatisées, eh ben, il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont elles, ces entreprises privatisées, qui freinent pour de purs intérêts financiers et capitalistiques, ces regroupements européens qui sont voulus par les politiques européens et les politiques nationaux. Et c'est un peu ironique, parce que et triste pour nous de devoir compter sur les réticences d'entreprises privées pour finalement défendre les intérêts nationaux. Il y a un super exemple, c'est le SCAF. Donc là, le SCAF, c'est l'avion du futur de combat qui était à la base franco-allemand. Maintenant, l'Espagne s'y met aussi, c'est ça. Alors que la France, jusqu'ici, a toujours été capable de faire les meilleurs avions de combat du monde, d'ailleurs. Rafale, voilà, l'avait fait qui d'ailleurs maintenant se vend très bien. Mm-hmm. La France, en 85, était embarquée dans un SCAF à l'époque. Eurofighter, c'est ça ? C'est ça. Et elle a quitté en 85 en disant non, je ferai mon propre avion. C'est amusant parce que c'est ce qui s'est passé pour le Royaume-Uni il y a quelques années, qui a dit on quitte le programme SCAF et on fera notre propre avion. Exactement. Et on voit vraiment où s'est déplacée la souveraineté. Et là, le SCAF, en réalité, celui qui bloque, ça a l'air de s'être malheureusement débloqué depuis quelques jours, c'était Dassault. Exactement. L'avionneur français, privé, très lié évidemment, malgré tout aux armées françaises et à l'histoire de la France. Évidemment, tous les groupes. Et c'est Dassault, puisque, on rappelle la petite histoire, en fait, dernier conseil de défense franco-allemand début février, c'est ça. Macron sort de là, comme d'habitude, l'air illuminé par l'Europe en disant c'est formidable, on va faire quelque chose de magnifique. Et derrière, Merkel arrive, elle parle que de l'Allemagne, et elle dit moi, je veux les secrets industriels de Dassault, parce que il n'est pas question que ce soit déséquilibré, et il faut que l'Allemagne, alors que normalement c'est sous leadership français, il faut que l'Allemagne et ses secrets industriels connaissent la boîte noire, comme ils ont dit, de cette affaire. Donc là, c'est pas Macron qui réagit, lui, les intérêts français, manifestement, il s'en fiche, c'est Dassault. Et donc, ça revient à ce que tu disais, on doit compter sur un acteur privé pour bloquer. Mais malheureusement, j'ai l'impression que le SCAF, ces derniers jours, ça s'est un peu débloqué. Voilà, mais sinon, l'exemple était très pertinent. Voilà, Dassault qui avait tapé du poing sur la table, qui, en défendant les intérêts de son entreprise, les secrets technologiques issus de 30 ans de recherche et d'avance fournis par cette entreprise, défend les intérêts de la France, puisque
en l'occurrence, les intérêts de la France et les intérêts de Dassault se confondent. Et donc, il les défend mieux que Macron. Il y avait un autre exemple, mais on reviendra sur le SCAF ensuite, sur le fameux EADS de la mer, donc qui prévoyait la fusion de Naval Group, ex-DCNS, avec l'italien Fincantieri. Alors Naval Group appartient à l'État français, à 62% du capital, donc ils sont majoritaires, mais il y a aussi au sein de Naval Group Thales. Thales, 35%, et qui est une entreprise privée, alors un peu comme Dassault, qui dépend de toute façon de l'État pour le gros de ses commandes, mais qui en moins a ses intérêts propres. Et on sait que Thales a tout fait pour que cette alliance n'aboutisse pas. Et elle n'a pas abouti, la montagne a accouché d'une souris, on nous avait annoncé un EADS de la mer, mais Dieu merci, on aurait préféré qu'elle n'accouche de rien du tout, évidemment. Et cette souris, c'est une filiale Navaris dont on espère qu'elle va vite disparaître. Qu'elle va se noyer, la souris. Mais voilà, il faut l'espérer. Mais là encore, on avait l'exemple finalement d'une société française privée qui, en défendant ses intérêts financiers et capitalistiques propres, défendait, parce que ça recoupait les intérêts de la France infiniment mieux que le gouvernement et le politique qui, eux, cherchaient à appliquer cette doctrine européenne de fusion des groupes et donc à littéralement vendre les pépites françaises à nos partenaires étrangers pour faire des groupes européens. C'est leur spécialité. Ils l'ont fait avec Alstom. En dehors de la défense, ils l'ont fait avec Alstom, Lafarge, Technip, etc. Ils l'ont fait avec tout, mais ils le font aussi avec la défense, qui est évidemment encore plus problématique d'un point de vue stratégique, etc. Mais donc sur le SCAF... Alors ça en est où le SCAF ? Le SCAF... peut difficilement se réjouir en réalité. Mais il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Le dernier blocage à venir, qui va peut-être être levé, c'est côté allemand, le Bundestag, qui doit voter pour s'engager sur les cinq premières années de ce programme. Et effectivement, politiquement, avec notamment les Verts qui sont contre ce programme, parce qu'ils sont plutôt... Les Verts allemands, Oui, voilà, c'est ça. Et puis, ils sont contre ce programme parce qu'ils sont faussement pacifistes. Anti-militaristes. Voilà, c'est la motivation. Mais derrière, le gouvernement allemand, assez habilement, fait comprendre aux Français qu'attention, les Verts pourraient le rejeter. Donc, soyez généreux de toute façon. Ils instrumentalisent les Verts. Voilà, ils instrumentalisent les Verts et nous incitent à céder le maximum de choses. Donc, mais ceci dit, cet obstacle politique allemand est bien réel. Et là encore, on peut espérer qu'il fasse capoter le projet. En fait, on ne peut jamais compter sur le gouvernement français pour défendre les intérêts de la France. On doit espérer qu'une entreprise privée ou un gouvernement étranger le fasse. Et c'est ça. Et c'est ça dans à peu près tous les dossiers en matière de défense qui ont été plus ou moins avortés. Donc, je citais l'Airbus de la mer, le SCAF, dont il faut espérer qu'il n'arrive pas à son terme, sachant que nous, on a parfaitement la capacité industrielle et financière de lancer notre propre programme. Bien sûr. Mais Dassault l'a dit d'ailleurs. Et Dassault l'a dit. Et il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Je veux dire, c'est dans notre intérêt. On aurait 100% des retombées économiques. C'est ça. Oui, c'est ça qu'il faut l'expliquer, parce que les gens se disent, oui, mais c'est pas mal, franco-allemand. Non. Non. Parce que d'abord, on va transférer nos 15 ans d'avance technologique à l'Allemagne d'un coup. 2, on a moins de retombées économiques. Moins, puisqu'on partage les tâches. Et 3, on ne maîtrise plus librement nos exportations. Voilà. On devrait avoir le contre-seing du gouvernement allemand. Ce sont les 3 principaux problèmes. L'exportation, puisque dès lors qu'il y a des éléments qui viennent d'ailleurs, eh bien, le pays dont sont issus ces éléments a d'une certaine manière un droit de veto. Donc, et même si on signe des accords très ouverts où les gouvernements s'engagent à ne pas empêcher l'exportation du matériel, ça ne résiste pas à la réalité politique des décisions qui sont prises au fur et à mesure des changements de majorité ou des contextes géopolitiques du moment. Donc, de toute façon, c'est un problème et qui s'est déjà produit. La France s'est déjà trouvée empêchée d'exporter du matériel terrestre, par exemple, en Arabie Saoudite, parce qu'il y avait des boîtes de vitesse allemandes et que les Allemands opposaient un veto systématique aux exportations à l'Arabie Saoudite du fait du conflit yéménite, au Yémen. Donc, peu importe les raisons, le fait est qu'on était donc empêchés. Et ça s'est reproduit dans plein d'autres dossiers, ou en tout cas, ça a été ralenti, où il a fallu négocier, toujours négocier, pour obtenir des exportations. Donc, quand on fait des programmes en coopération comme le SCAF, le problème des exportations est réel, le problème du partage des tâches. Donc, effectivement, qui fait quoi? Et donc, dès lors que nous, la France, qui passons d'un modèle où on faisait 100% de l'avion, on faisait les moteurs, la carlingue, l'électronique de défense, les missiles, on faisait tout, à un modèle où il va falloir donner des morceaux aux partenaires, et ben vous perdez de la charge de travail, vous perdez des retombées économiques, donc de l'argent, donc de l'emploi. C'est inévitable. Quand bien même vous êtes la nation leader, dès lors que vous passez de 100% autonome à devoir partager, vous perdez. C'est comme ça. Alors que les autres pays,
En fait, partager, c'est bien quand on n'est pas capable de le faire soi-même. Exactement. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. La coopération en soi-même n'est pas forcément bien. Elle est bien quand ça répond à un intérêt. Et voilà, lorsque vous n'avez pas un équipement et que vous voulez l'acheter sur étagère et qu'on vous propose de vous donner quelques retombées économiques en vous associant au projet, oui, là c'est intéressant quand vous êtes dans cette situation. Mais la France, qui est l'un des rares pays à avoir une industrie de défense complète quasiment. On a un grand industriel de la construction maritime, un grand industriel, plusieurs grands industriels pour les avions et un grand industriel pour l'armement terrestre, plus le spatial. Grâce à notre dissuasion nucléaire, on a gardé la main sur le spatial aussi. On est complet. On sait tout faire, à peu près tout faire. Alors, évidemment, comme on n'a pas non plus des capacités budgétaires considérables, on a fait l'impasse sur quelques éléments, mais qui ne sont pas hyper stratégiques. Mais globalement, la France sait tout faire. Sa base industrielle peut tout produire. Et donc, on est ceux qui avons le moins intérêt à partager, par définition. Bien sûr. Et sachant qu'on a peu d'atouts économiques dans notre économie en général, pour nous, c'est doublement scandaleux, voire criminel, d'affaiblir notre outil de défense, qui est notre dernière véritable industrie en réalité. D'ailleurs, les autres grandes puissances industrielles de défense dans le monde ne font absolument pas ça. Mais une preuve qu'il ne faut pas le faire quand on n'a pas besoin de le faire. Mais bien sûr, bien sûr. J'ai une question toute bête, mais que j'aurais peut-être dû poser en première question. D'aucuns pourraient nous dire, mais ça sert à quoi d'avoir une armée importante? Bon, on peut avoir la base pour défendre son pays, et puis en plus on a l'arme nucléaire, donc on se dit qu'on est quand même défendu. Ça sert à quoi de mettre tant d'argent dans une armée, en fait? Parce que certains pourraient nous dire ça. On pourrait dire, attendez, on a d'autres priorités. Il y a 9 millions de pauvres, 10 millions de pauvres en France, etc. Et puis ça, on l'entend parfois. Donc on peut aussi renoncer à être une nation libre et souveraine. Je veux dire, l'armée, selon l'usage dont vous allez en faire, c'est le reflet de votre ambition et de ce que vous êtes. Si vous renoncez à exister sur la scène internationale, effectivement, vous n'avez pas besoin d'armée. Mais en ce cas-là, vous renoncez à tout. Si vous renoncez à vous défendre, à défendre vos intérêts, vous renoncez en réalité à exister, vous renoncez à avoir une démocratie, vous disparaissez, tout simplement. Ouais. Donc l'armée, c'est un peu... dépendant de tout, en fait. Mais voilà, et donc c'est un outil d'indépendance pure et véritable. Et sur ce qu'il y a de plus important et de plus stratégique, que l'on a pu peut-être un temps oublier du temps où on avait une économie prospère, etc., c'est-à-dire la sécurité. S'il n'y a que l'armée pour assurer votre sécurité, et vous apercevez que la sécurité, en réalité, c'est le bien le plus précieux, c'est vrai à l'échelle d'un individu, c'est vrai à l'échelle d'une nation. Et un pays comme la France, qui possède des territoires aux quatre coins du monde, qui a des intérêts, je pense évidemment à l'outre-mer, est obligé d'avoir une armée un minimum digne de ce nom. Pour se faire respecter, pour protéger aussi ces territoires du bout du monde, parce que ce sont des Français comme nous, comme vous et moi, comme tout le monde, ce sont des Français à l'égal de tous les autres Français, et ils ont droit au même droit, à savoir la sécurité et la protection de leur territoire, c'est pas parce que ce sont des îles éloignées qu'elles ne sont pas menacées, mais c'est clair que la question de l'armée, c'est la question de l'ambition nationale. Est-ce qu'il y a encore une ambition nationale, oui ou non? S'il n'y en a plus, il n'y a plus d'armée. Si on a une ambition nationale, et y compris si on a c'est même pas une question d'être militariste. Si vous voulez que votre pays se fasse entendre politiquement, si vous voulez que votre pays, même, admettons, est une voix forte en matière de lutte contre le réchauffement climatique, est une voix forte en matière de lutte contre les inégalités, il vaut mieux que votre pays soit également fort militairement pour que les autres acteurs internationaux avec lesquels vous allez discuter, simplement vous respectent ou voire vous craignent, ce qui est le mieux en matière de diplomatie et de politique. Donc c'est indispensable d'avoir une armée forte lorsque l'on veut exercer une ambition nationale. Et on revient à la question européenne. On sait que nos élites n'ont plus d'ambition nationale, ils n'ont plus qu'une ambition européenne, c'est-à-dire diluer la France dans l'Union européenne. Et bien donc dans le même mouvement, ils travaillent en le disant plus ou moins ouvertement, à diluer les armées, à diluer l'industrie de défense à l'échelle européenne. Et ce qui produira, comme dans tous les autres domaines, alors ça ne fera émerger aucune puissance européenne, de toute façon, mais en tout cas, ça affaiblira la France. Ça fera émerger l'Allemagne, en fait. Non, mais c'est ça. Ça sur un secteur où elle n'est pas encore extrêmement forte. Et en l'espèce, c'est ça qui est dramatique. C'est juste ça, en fait. Exactement. Parce qu'on sait que l'Allemagne a mené toutes les grandes politiques européennes qui ont été conduites depuis 20 ans, la monnaie unique, la politique commerciale de libre-échange qui permet de vendre des voitures allemandes, l'élargissement à l'Est, le travail détaché. À chaque fois, ce sont des politiques favorables aux grands intérêts allemands. Pour but, alors
pour conséquence de favoriser l'Allemagne, mais en réalité, c'est même le but. Ouais, voilà. Ils ont été conçus comme ça. Et quand on nous parle d'armée européenne, de base industrielle et technologique, de défense européenne, etc., ils motivent ça avec toujours les mêmes sornettes que l'on dénonce, nous, sur tous les autres domaines, c'est-à-dire la souveraineté européenne, l'indépendance stratégique européenne, ce qui ne veut rien dire. Ce qui ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais ça a des conséquences bien réelles, puisque ça consiste à affaiblir la base industrielle et technologique française, à affaiblir les armées françaises au bénéfice, on le sait, de l'Allemagne et d'autres acteurs qui ne sont pas la France, tout simplement. Oui, c'est comme sur un autre secteur, quand on dit on veut relocaliser la production de médicaments, et souvent les ministres, j'entends Agnès Pannier-Runacher, c'est ça, voilà, qui les usines sont en Europe. Voilà, qui dit on va relocaliser en Europe. Voilà. Moi je dis la belle affaire, quand l'ouvrier français apprendra qu'on fabrique les principes actifs des médicaments en Pologne, les cotons-tiges en Espagne pour faire les tests, bien sûr. et les molécules, etc., la recherche se fera en Allemagne, la France n'y aura rien gagné. Mais on aura défendu la souveraineté européenne. Voilà. Et ça, il faut quand même que les gens comprennent tout ça. Et c'est encore bien plus grave en matière de défense, parce que je crois que toutes les études démontrent que 1 euro investi dans l'industrie de défense, c'est l'euro le plus rentable, celui qui crée le plus d'innovation et d'emplois. Alors il n'y a pas mieux. Voilà, les calculs varient, mais le chiffre qui est communément admis par les organismes économiques, c'est, dans le cas de la France, c'est 1 euro investi, ça rapporte 1,27 euros sur les 10 prochaines années au pays. Donc c'est hyper rentable. C'est-à-dire que... c'est mieux que le livret A, quoi. Infiniment mieux. Et c'est rare, parce que là, on parle d'un investissement public et qui a des retombées sur tout. Bien sûr. Oui, puis c'est une industrie qui n'est pas délocalisable. C'est pas délocalisable, sauf quand on décide de faire... Sauf quand on l'a plus, mais... et puis sauf quand on décide de partager, ce qui est une délocalisation masquée. Ouais. Et c'est ça qui est absolument dramatique. Et pourquoi se priver de cela? C'est notre atout. Développons-le. Je veux dire, et pour le développer, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est investir dedans, investir massivement. Si des pays européens veulent acheter français, eh bien, très bien, ils achèteront européens en achetant français. Voilà. Mais hors de question de leur permettre de fabriquer à notre place des matériels qu'ils n'auraient pas fabriqués autrement. Donc non, c'est totalement absurde. On s'affaiblit pour rien, alors qu'évidemment, si la France doit rebondir d'un point de vue industriel et économique, elle devra s'appuyer sur ses atouts qui sont, encore une fois, on le répète, l'industrie de défense. Pour notre pays, c'est absolument incontestable, indépendamment même des considérations stratégiques et politiques, puisque donc, on a beaucoup parlé d'industrie, mais après, c'est l'armée, on en fait quoi? C'est le mode opérationnel. Parce que là aussi, au niveau européen, ça avance. En parallèle, on nous pousse à fusionner nos industries. Ouais. On cherche, puisque c'est affiché, à créer une armée européenne. Et pour ce faire, on avance aussi à petits pas. Ils ont créé notamment une initiative européenne d'intervention. Ouais. Donc, c'est quoi ça? Sous ce vocable, ça consiste à organiser en gros des unités communes qui vont apprendre à travailler ensemble. Et c'est évidemment le noyau de cette future armée européenne qu'on nous annonce. Et ça avance aussi. Ça avance aussi. Et ce qui est fou, c'est que parfois, je vois des sondages passer, 75% des Français sont pour une armée européenne. Bon, moi je pense qu'il y a un manque de réflexion derrière quand on répond à cette question, parce que revenons dans la guerre d'Irak de 2003. On fait quoi? On aurait eu une armée européenne. Nous avions des désaccords, à peu près l'Union européenne était coupée en deux. Oui. À peu près. Il y avait la moitié des États qui étaient pour faire cette guerre, avec Bush, voilà. D'autres contre, dont la France, et tant mieux, qui était même leader du non, la France de Villepin et Chirac à l'époque. Qu'est-ce qu'on aurait fait de cette armée européenne? En fait, et du fait qu'on aurait eu une armée européenne, en fait, il faut même raisonner à sens inverse. Du fait qu'on aurait eu l'armée européenne, on n'aurait pas pu avoir de position diplomatique. Exactement. On aurait eu une position diplomatique, soit inaudible parce qu'une espèce de soupe pour faire le consensus général entre un oui et un non, je ne vois pas ce que ça donne, donc rien. Soit on se serait aligné sur la puissance dominante, c'est-à-dire les États-Unis, et finalement on l'aurait faite quand même. Donc la position de Chirac n'aurait pas été possible à l'époque. Non. C'est ça concrètement une armée européenne, il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est pas bien sûr. un joli mot. D'abord, ça veut dire moins d'emplois en France, moins de qualifications, moins de recherche et développement en France. Ça veut dire plus de politique étrangère. Et par ailleurs, ça veut dire plus de politique étrangère, voire pire que ça, s'embarquer dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Ce par quoi on l'est déjà avec l'OTAN, mais ce serait un OTAN x10. C'est exactement ça. Parce qu'encore l'OTAN, on n'est pas intégralement lié à cette affaire, même si on devrait, de notre point de vue, quitter cette structure aussi, évidemment. Mais ce serait encore bien pire.
C'est fondamentalement politique cette affaire. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent tout cela. Mais c'est économique, c'est politique, c'est fondamental. C'est diabolique aussi. Oui, c'est diabolique, c'est vraiment. Parce que évidemment, quand on fait cette hypothèse dans ce sens-là, si cette armée européenne existait là maintenant, quant à son usage ou dans quoi on pourrait être embarqué, c'est dangereux. Ouais. Mais en réalité, comme de toute façon le cas que tu viens de poser se produirait, c'est-à-dire qu'une fois que l'armée, même si c'est dans 10 ans que l'armée européenne existe, comment la rendre utile et efficace? Eh bien, évidemment, derrière, puisqu'on dirait on ne peut pas à 27 s'accorder sur son usage, on nous imposerait une nouvelle autorité supranationale qui aurait le pouvoir de décider de son usage et qui nous imposerait tout. Ça serait... Et le jour où l'armée européenne existe, nous n'existons plus. De toute façon, ça me fait penser à une proposition faite par des députés allemands du Bundestag il y a quelques mois. Ils ont demandé la 28e armée, ce qu'ils ont appelé la 28e armée, parce qu'on est 27 États dans l'Union européenne, et qui serait pilotée directement par un commissaire européen. Et voilà, et c'est ça. Donc c'est ça. Et progressivement. Et là, c'est du supranational. Et bien sûr. Mais en plus, c'est toujours très très vicieux, parce qu'au début, on nous vend comme une addition de force. Mais non, les pays, chacun garde son armée, on crée une armée européenne. Et puis après, à coup d'austérité, vous n'avez plus les moyens d'entretenir votre armée, et puis de toute façon, il faut faire des économies. Mais vous inquiétez pas, il y a l'armée européenne qui est là. L'Union fait la force. Mais l'Union fait la force. Mais en plus, on nous l'a fait dans tous les domaines. Ouais. On nous a poussé à renoncer à nos politiques nationales en disant, viendra s'y substituer une politique européenne qui sera plus efficace, moins chère et mieux. Et à chaque fois, on l'a vu sur tous les sujets. On l'a vu sur l'industrie, l'immigration, sur l'agriculture, l'euro qui devait être une super monnaie, c'est l'exact inverse. Ça nous a coupé de la croissance mondiale, ça nous a désindustrialisé. On a vu ça surtout. Surtout. Et ça fera évidemment la même chose en matière de défense. Quoi qu'il fasse, ça nous nuira. Donc il faut qu'il ne se passe rien. Il faut détruire cet ensemble. Alors justement, c'est un point. Je voudrais avoir pour conclure ton avis sur puisqu'on est dans le domaine de l'armée, c'est pas le même sujet, mais bon, l'actualité restante sur l'armée, c'est la lettre des militaires, des militaires et des généraux. Alors, moi, je l'ai dit en vidéo, en analyse, je les soutiens à 100% parce que je pense qu'au-delà de ce qu'ils écrivent, il y a beaucoup de vérité d'abord dans ce qu'ils écrivent, mais au-delà même de ce qu'ils écrivent, ce qui est très intéressant, c'est l'effet d'entraînement politique. Voilà. Et je pense que rien que ça, il faut le prendre parce que ça permet de mettre d'abord en accusation le gouvernement Macron, de créer une espérance dans le peuple français et d'entraîner un débat politique. Mais j'ai aussi dit en vidéo, ceci dit, ce que je regrette, c'est ce qu'il n'y a pas dans ces lettres. Pour l'instant, peut-être qu'on aura une heureuse surprise, une troisième lettre qui posera ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, moi je pense qu'il manque, c'est la question de la souveraineté. Dans ces lettres, pour l'instant. Mais peut-être encore une fois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de militaires qui sont très attachés à ce qu'on vient d'évoquer, ça ira. Comment t'as accueilli, toi, ces lettres la première comme la deuxième, ces lettres militaires? Très positivement, parce que ça montre que, en plus, la deuxième sont des militaires d'actifs, donc ils prennent encore un peu plus. Et dans la démarche tout aussi noble, voire plus, puisqu'ils viennent en soutien à leurs aînés. C'est vrai. Ça s'inscrit comme ça et prennent un risque supplémentaire en s'exposant. Mais ça traduit l'honneur de nos militaires, finalement, qui ont toujours eu le souci de la France et qui l'expriment là de cette manière, en sachant ce qu'ils font, en sachant les polémiques qui surviendront, mais positives, pour réveiller l'opinion et qui prennent leurs responsabilités. Et heureusement, on peut compter sur des gens de cette qualité. Alors, nos armées sont composées d'hommes et de femmes patriotes, c'est indéniable, ces tribunes le montrent. Parce que même si elles ne sont pas signées par tous les militaires, bien sûr, on sait que les militaires qui ne signent pas la soutiennent aussi. Oui, puis il y en a un paquet qui les ont signés. Bien sûr, mais là, il n'y a pas de doute sur l'unanimité que ces lettres font au sein du monde des armées et plus largement du monde de la défense. Parce que je voudrais aussi rebondir sur ce point. En réalité, cet esprit patriote qui anime ces militaires, heureusement, il anime aussi la plupart des gens qui travaillent dans le secteur de la défense, au niveau industriel, au niveau politique. Et on évoquait les raisons pour lesquelles leurs projets européens achoppent, freinent, etc. Alors, on a évoqué le cas de Thales et de Dassault. Mais en réalité, même au niveau de l'administration, on retrouve ces éléments de gens qui alertent parfois dans le cadre de rapports très officiels, dans le cadre de leurs fonctions, qui écrivent noir sur blanc. Moi, j'ai parcouru pas mal de rapports parlementaires et de rapports d'inspection où des fonctionnaires écrivent noir sur blanc qu'il est de la responsabilité de l'État de permettre à la France de conserver une base industrielle totalement autonome pour anticiper les échecs européens. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est donc un peu des résistants du quotidien. Eh bien oui, c'est des résistants du quotidien. À leur niveau. C'est des résistants du quotidien, des résistants très utiles parce que je pense qu'ils influencent encore un peu
les politiques publiques qui sont mises en œuvre en dépit d'une volonté politique fondamentalement destructrice et en partie aveugle, parce que ce sont des idéologues, les macronistes et compagnie. Et ça fait écho à ce que l'on voit dans les armées en tant que telles, plus opérationnelles, de gens qui, eux, engagent complètement carrément leur vie pour le pays et qui vont jusqu'au bout de leur engagement, puisque même une fois sortis des armées, ils ont à cœur de se mobiliser pour défendre le pays et réveiller les consciences. Réveiller les consciences, qui est la chose la plus utile à faire, puisque de toute façon, la France ne s'en sortira que lorsque les Français auront repris la conscience, j'allais dire, de leurs intérêts, auront identifié les hommes politiques qui défendent vraiment leurs intérêts et auront fait les choix politiques qui s'imposent en les mettant au pouvoir. Et le jour où la France a des élites patriotes, et j'espère qu'on y aidera, plus vite possible. Voilà, et qu'on en fera partie, le pays se redressera très très vite. Parce qu'on voit que dans ces forces vives, au sein des armées, dans les administrations, dans l'industrie, parmi les ingénieurs, les Français n'ont pas perdu ce sens du pays. En tout cas, dans ce secteur, on l'a gardé pleinement conscience et on l'exprime et on le manifeste. Donc je pense que les conditions du redressement sont là. Ça ira très vite. Moi, j'en suis persuadé aussi. Les gens ne réalisent pas cela parce que la France a des ressorts qui sont encore puissants dans les domaines les plus stratégiques que tu viens d'évoquer. Ils sont encore là. Et en plus, on est un pays qui a quand même encore une densité culturelle, historique tellement forte, qui ne s'évapore pas comme ça. Même et qui peut, dès qu'on lui remet un capitaine clair et net à la tête du pays, qui se remet tout de suite sur ses pieds en quelque sorte. Qui se remet très vite sur ses pieds. Moi, j'en suis persuadé aussi. Mais ça dépend des Français. Ça dépend complètement des Français, mais voilà, la tribune que tu évoquais, je pense, en est un peu l'écho. C'est pour ça qu'il faut l'accueillir, à mon avis, très positivement. Ah oui, qu'il faut, et je suis persuadé que ça continuera de bouger. Peut-être une troisième tribune, peut-être d'autres choses, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu une rupture et que beaucoup de militaires n'ont plus peur. En tout cas, ce qui marque aussi cette rupture, c'est la manière dont le pouvoir a réagi. Au début, c'était on va sanctionner tout le monde, et puis maintenant, c'est le silence. Non, voilà, la liberté d'expression. Il parle d'un complot politique, etc. Histoire de noyer un peu le poisson. Et pour noyer le poisson, pour détourner le regard de ce qui se passe, parce qu'en réalité, ça a vraiment beaucoup remué, ça a beaucoup secoué dans les armées, et leur première réaction y a contribué. C'est pour ça que je dis la deuxième tribune, qui vient d'une certaine manière en soutien aux aînés, c'est parce que le pouvoir a très mal réagi, ou en tout cas a manqué d'intelligence politique dans ses réactions, mais tant mieux. Tant mieux pour nous, tant mieux pour les militaires. Mais voilà, mais on voit aux réactions du pouvoir et à son comportement actuel que, oui, il y a eu une grosse gêne. Il y a eu gêne, oui, c'est évident. Bon, on va finir sur cette note quand même positive, oui, c'est ça, il faut finir sur du positif. On va finir sur cette note positive. Merci infiniment, Geoffrey. Merci à toi. Je crois que c'est un éclairage vraiment bien, hyper concret en plus, sur un sujet dont on parle bien trop peu, alors qu'il est... Je crois qu'on a essayé de le montrer, en tout cas, il est crucial. Et puis qu'on pourra réaborder, parce qu'en réalité, l'actualité dans ce domaine est presque quotidienne. C'est vrai. Et il faut être vigilant, à tous les niveaux pour protéger nos intérêts. Mais aux patriotes, assurément, on le fait. Nous sommes... Donc pour ça, je ne suis pas inquiet. Nous sommes en veille permanente sur ce sujet-là. Exactement. Merci Geoffrey, à très bientôt. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet entretien avec Geoffrey Bollé, vous voyez, un excellent connaisseur de la chose militaire, vous aura autant passionné que moi et que vous pourrez transmettre l'information autour de vous. Une petite information très importante qui est sortie depuis. On n'avait pas encore connaissance de cela quand on a enregistré l'entretien, donc je vous la livre maintenant. Ça a été révélé par le journal La Tribune le 26 mai dernier, sur l'accord justement SCAF dont on a parlé dans la vidéo, c'est-à-dire le futur avion de combat franco-allemand qui serait en France censé remplacer le Rafale. Bon. Et notamment l'Espagne s'est joint également au projet. Je cite La Tribune. Il y a eu un accord entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, qui est censé, un accord non publié, à peu près protéger les secrets industriels. Les États, en tout cas, chacun des 3 États peut mettre un veto au transfert de technologie. Mais, je cite cet article de La Tribune, « Les industriels français ne font pas confiance à la DGA, c'est-à-dire Direction Générale de l'Armement, pour protéger leurs technologies clés. Dassault craint, je cite toujours, que certaines technologies soient transférées en Allemagne sous pression de l'Élysée et de l'hôtel de Brienne, c'est-à-dire sous pression de l'État français, qui donc trahirait une nouvelle fois nos intérêts militaires, industriels, technologiques. Et donc on doit compter justement, comme on le disait dans l'entretien, sur des industriels privés, ce qui est un comble pour défendre les intérêts de la France contre l'État français lui-même. Ça s'appelle de la trahison.
je dirais même de la haute trahison quand on touche en particulier à la question de la sécurité nationale et de la défense militaire. Voilà pourquoi on se bat pour l'indépendance de la France, pour la sortir de l'Union européenne, le Frexit et de toutes les instances supranationales, pour un avenir français. Voilà pourquoi vous devez réserver ce 5 juin après-midi à Paris pour le grand événement national, ce grand défilé que nous allons faire. J'y reviendrai dans les jours qui viennent évidemment et d'autres rassemblements en France sur les-patriotes.fr en première page. Venez avec nous dans le combat. Voilà. Venez avec nous, prenez cette carte orange de résistant, le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes et se battre pour ces très très belles valeurs avec nous. Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions ou à nos candidats aux élections départementales et régionales se trouve sous la vidéo en description et c'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et il se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Par ailleurs, vous serez immédiatement bien accueillis aux Patriotes en nous rejoignant. Immédiatement et directement à la tâche pour défendre, si vous le souhaitez, chacun fait comme il veut, ces belles valeurs, ces beaux combats avec nous. Et un grand bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!